Côte d'Ivoire, Abidjan Cocody, le vendredi 29 septembre 2023, le parti politique Le Renouveau démocratique a tenu une conférence de presse sur le thème « La Cour constitutionnelle et la Commission électorale indépendante ». C'est de demander que son esprit nous habite afin que nous luttons effectivement contre la pauvreté qui est la base même de tous les problèmes ivoiriens. Nous revenons encore sur le dédommagement de 2010. Je vous avais dit qu'il y a une crise. Quand on va en guerre, on va en guerre. Mais quand on fait la paix, il y a les conséquences. Ceux qui sont tombés, les victimes, on ne peut pas les oublier. Et voilà 13 ans que nous les avons oubliés. Je reviens là-dessus. Je reviendrai là-dessus jusqu'à ce que le gouvernement trouve effectivement des solutions. Les victimes, ils ne sont plus là, ceux qui sont partis. Mais nous avons échoué en tant que nation de faire la paix. Et nous sommes allés en guerre, mais on ne peut pas laisser les veuves, les orphelins, comme si rien ne se passait. Et puis vivre comme si tout va bien. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement de les dédommager et nous demandons 30 millions de francs CFA par victime. Nous allons insister à dire cela. Si Dieu nous fait grâce que nous venons à la présidence, ce sera la première des choses à faire. L'État ivoirien peut débourser 100 milliards pour dédommager ces gens-là. Dieu nous demande dans Matthieu 5, verset 9, « Bénis soient les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Ce n'est pas seulement la Bible qui parle de paix. Le Coran parle de paix. Mais il y a un aspect très important du Coran que je vais utiliser pour vous expliquer comment la paix est importante, et dans la Bible et dans le Coran. Le chapitre 8, verset 61, particulièrement a attiré mon attention. L'oncle du prophète a été assassiné, défiguré. Il était tout pour le prophète. Le prophète a voulu venger son oncle. Mais Dieu lui a parlé, lui a dit, je cite, « Si les gens viennent s'incliner pour la paix, inclinez-vous pour la paix. » Et c'est ce qui s'est passé. Donc vous voyez, la paix est divine, la paix vient de Dieu. Nous devons constamment chercher cette voie. Nous encourageons le président Ouattara à nous maintenir sur ce chemin de la paix. Le président Laurent Gbagbo et le président Ouattara peuvent nous donner une Côte d'Ivoire totalement pacifiée. Mais Dieu n'est plus là, notre Père. Il ne reste que vous deux. Nous vous demandons, nous vous prions de tout faire, d'être expressif dans la recherche de la paix. Aujourd'hui, il s'agit d'un sujet très sensible parce que nous allons revisiter les élections de 2010. Je suis politicien, président d'un parti politique, j'ai droit au chapitre, il n'y a pas de sujet tabou. On parlera de la Constitution, de la Cour constitutionnelle, du coup d'État militaire, la Commission électorale indépendante, la nationalité et tous ses corollaires. Voilà tout le problème de la Côte d'Ivoire. Tout le problème de la Côte d'Ivoire se trouve ici, comme nous l'avons décortiqué, analysé. Et alors, je vais vous expliquer un peu ce schéma, avant de venir expliquer chaque sujet, de quoi il s'agit, qu'est-ce que nous proposons et quelles sont les solutions. Ce schéma est très important, pourquoi? Tout dépend du bien-être social. Ce bien-être social, c'est se soigner, s'éduquer, se loger, pouvoir se divertir, pouvoir voyager, pouvoir manger à sa faim. Tout ça, c'est ce bien-être social. Et ce bien-être social, bizarrement, en Côte d'Ivoire, on ne peut l'obtenir que lorsqu'on est au pouvoir. Parce que quand on est au pouvoir, ça vient avec les contrats du gouvernement. J'ai travaillé avec le président Laurent Gbagbo, j'ai travaillé avec le gouvernement d'Alassane, je sais ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a des contrats, il y a des postes, il y a la douane, il y a les impôts, il y a la préfecture. Et tout ça, ça vient du pouvoir.
ça vient avec un privilège. Nous avons créé une société de privilégiés. Et c'est le problème que nous avons, que ce soit fait sciemment ou pas, c'est cette société de privilégiés que nous avons. Eh bien, ce pouvoir, quand on l'a, on le maintient. On ne lâche pas. On ne veut pas bouger. Et pourtant, dans ce pouvoir, il y a des constitutionnalistes, des professeurs de droit, des spécialistes de droit. Mais lorsqu'ils arrivent ici, souvent leur raisonnement me dépasse. Il y en a certains qui avaient une position différente quand Gbagbo était au pouvoir. Ils sont constitutionnalistes, ils ont aujourd'hui une position sur le même sujet différente. Le pouvoir, le bien-être, parce que tout ça, nous sommes très pauvres comme nation. Alors, quand on a ce pouvoir, qu'est-ce qu'on fait? On est assis autour d'une table que moi j'appelle le pouvoir, on préserve ça. Ceux qui ont été éjectés cherchent à revenir. Et on veut revenir, quel que soit alpha, quelles que soient les formes, même si c'est la force. Alors on crée ce clash permanent. On est en permanence en clash, quel que soit celui qui est au pouvoir. Oufoué est passé, Gueye est passé, Bédié est passé, Gbagbo. Mais ce ne sont que des crises. On a renversé Bédié, pouvoir. On ne veut pas aller aux élections, on le renverse. On prend une décision constitutionnelle pour empêcher le président Alassane Dramane Ouattara d'être candidat. Problème, Cour constitutionnelle. Les élections se passent, Laurent Gbagbo, il est président, déclaré problème. Parce qu'effectivement, tout se trouve ici. On change la constitution, problématique. On change la constitution, le président l'a changé, et le président ira à un troisième mandat, un quatrième mandat. C'est problématique. Et on va vous expliquer ça, pourquoi. Et donc nous nous trouvons dans ce schéma-là de préservation de pouvoir. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut empêcher tout ce qui donne le pouvoir. Tout ce qui peut accéder au pouvoir, on agit constamment sur ça pour empêcher les gens d'y arriver. Et tout ce qui peut vous permettre d'y arriver, il y a la Constitution. On la tord comme on veut, on interprète comme on veut, parce qu'effectivement, ça peut empêcher quelqu'un de venir là. La Constitution dit la Cour constitutionnelle. Le président de la Cour constitutionnelle est nommé par le président de la République. Problématique. Vous nommez un individu avec tous les privilèges. Vous allez aux élections, il y a un résultat. La nature de l'être humain est quoi? Celui qui m'a nommé. Apparemment, sa décision, ce n'est pas très clair. C'est pourquoi nous allons revisiter tout ça. Le coup d'État militaire, je me rappelle très bien quand on était jeune, on disait que la Côte d'Ivoire était la terre bénie de Dieu quand on avait tous les coups d'État autour de nous. Le président Houphouët-Boigny, une fois, nous a parlé. Le colonel renverse le capitaine renverse le général. La commission électorale indépendante, encore problématique. Mais je retiens une chose, je vais vous détailler ça. C'est encore là problématique. Un budget incroyable, 7 milliards, près de 7 milliards pour seulement la confection des dossiers. Je vais vous donner les détails tout à l'heure. 7 milliards, ça c'est seulement les dossiers. Ça n'a rien à voir avec ce que vous donnez à côté, puisqu'il faut le faire, sinon vous n'allez pas avoir vos dossiers. Donc il faut qu'on parle de tous ces problèmes. Le système ne marche pas, le système n'est pas fonctionnel. Il faut qu'on donne la confiance à ces jeunes. On a plus de 201 communes. La jeunesse universitaire est là. On dit que c'est l'année des jeunes. Et pourtant, on a des députés maires. On a des ministres maires. On a des ministres conseillers régionaux. Il y a un problème avec cette image. Mais qu'est-ce que vous faites de cette jeunesse? Pourquoi vous ne laissez pas les jeunes au moins être à la mairie pour les préparer demain à prendre le pays? Parce que c'est une gestion aussi, la mairie. Une mairie, quand vous voulez ajouter un facteur multiplicateur, vous êtes à la nation. Il faut gérer l'école, il faut gérer les routes, il y a un budget qui est là. Laissez les jeunes prendre les mairies pour qu'ils puissent demain être les leaders de demain. Donc nous venons encore sur la nationalité. Problématique. Parce que qui dit nationalité, dit certificat de nationalité, dit carte nationale d'identité, dit carte d'électeur. C'est un système. Mais ce système a été utilisé pour éliminer le président de la République. Vous vous rappelez très bien son mandat, on lui a demandé un simple papier, le certificat de nationalité. Ce n'est pas un simple papier, c'est le papier le plus difficile en Côte d'Ivoire.
Il y a encore des Ivoiriens apatrides dans ce pays. Je vais vous l'expliquer encore plus tard. Avec la nationalité, vous avez le certificat de nationalité, pouf, ça c'est encore incroyable pour l'obtenir. La carte d'identité nationale. J'ai 2 de mes associés ici. Ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas encore eu leur carte d'identité. Mon cuisinier, ça fait 3 ans, il n'a pas encore sa carte d'identité. Et il a tiré bon teint. C'est-à-dire, il souffre d'aucune question sur sa mère ni son père. Mais diantre, comment est-ce que dans un pays, pour obtenir une seule carte d'identité, c'est problématique? Quel est le problème en réalité? Est-ce que c'est parce que ça leur donne le droit à la carte nationale d'identité, leur donne le droit à la carte d'électeur? Quel est exactement le problème qu'on n'arrive pas à donner les cartes d'identité aussi simples que possible aux citoyens ivoiriens? Vous voyez tout ça? C'est tout le problème, ça. On change la Constitution ne se change pas. Elle s'autocorrige avec les amendements. Le Cour constitutionnel, on nomme quelqu'un là, d'une manière ou d'une autre, c'est comme s'il vous doit. Coup d'état militaire, parce qu'on n'en veut pas aller aux élections, donc on force. Tout ça, c'est le pouvoir, et tout ça, ce sont les corollaires, et tout ça, ça a à voir avec la pauvreté. C'est pour ça que je vous dis que ce parti politique, nous n'avons pas de sujet tabou, parce que notre objectif réel, c'est vraiment de changer ce pays. Nous sommes jeunes. Cette jeunesse est très forte. Il n'y a pas de raison que des gens partent à l'université, font des études et n'arrivent pas à travailler. On ne crée pas d'emplois avec les routes, les écoles et les dispensaires qu'on crée parce qu'on n'en crée pas suffisamment. On n'a aucun programme de création d'emplois pour la jeunesse. On parle toujours de la jeunesse, mais les jeunes sont toujours là, constamment, c'est le problème, on utilise la jeunesse tout le temps. Mais notre objectif, c'est de changer tout ça. En tant qu'Ivoiriens, nous tous, est-ce que quand on analyse ça, il n'y a pas quelque part la vérité? Si c'est vrai, alors ensemble, cherchons à changer ce pays. Ce pays a trop de problèmes. Et puis, il ne s'agit pas de changer à la tête du pays le chef de l'État. Si moi, j'arrive à la tête du pays avec la grâce de Dieu, si je ne change pas le système, vous aurez les mêmes résultats. Oufou est parti. Bédi est venu. Gueye est venu. Gbagbo est venu. Alassane est là. Je vous garantis, je vous dis, quand vous lisez les statistiques de la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire n'a pas changé d'un iota. C'est pourquoi nous, on vous fait des conférences thématiques pour vous expliquer les problèmes de ce pays. Économie, santé, éducation, nous en avons encore 4. Sur la nationalité, nous avons une conférence. Sur l'éducation, sur l'agriculture et sur l'industrialisation. Et encore, nous allons parler aussi du problème de cherté de la vie. C'est ce schéma. Analysez ce schéma. Je suis ouvert. Si vous avez des questions, venez me voir. Nous sommes à votre disposition à tout moment. Référons-nous à Dieu. Si on se réfère à Dieu, je vous garantis que ce pays sera différent. Dieu, quand vous l'appelez, il vous répond. Je vous en prie, faisons tout pour changer ce pays. Nous, on fait ces conférences. Si le président Alassane Dramane Ouattara pense que cette conférence, ces sujets sont importants, qu'il peut apporter des changements dans son gouvernement, tant mieux, nous serons heureux. Notre objectif, c'est qu'on arrive à élever tous les Ivoiriens, quelles que soient leurs origines, leurs religions, c'est notre objectif. Si on peut l'atteindre par le renouveau démocratique, par le RHDP, par le PDCI, peu importe, l'objectif c'est de l'atteindre. La grande majorité des constitutions décrivent les principes fondamentaux de l'État, les structures et procédures de gouvernement ainsi que les droits fondamentaux des citoyens, sous la forme d'une loi supérieure qui ne peut être revisitée de façon unilatérale par un acte législatif ordinaire. Le contenu et la nature de la Constitution ainsi que les liens avec les autres composants de l'ordre juridique et politique diffèrent d'un pays à l'autre. Donc, il y a, en définition, aucune définition universelle de la Constitution. Néanmoins, les définitions largement acceptées, c'est un ensemble de règles politiques et juridiques fondamentaux qui, tirent leur légitimité du consentement d'une large part de la population de façon démocratique, qui portent sur la structure et le fonctionnement des institutions gouvernementales
le principe politique de l'État et le droit des citoyens, qui sont contraignantes. Elles sont contraignantes parce que tous, nous devons l'accepter et suivre les règles qui sont là, qui sont constitutionnelles. Nous devons tous les respecter. Personne, ni le chef de l'État, aucun ministre, personne n'est au-dessus de la Constitution. En même temps que personne n'est au-dessus de la Constitution, personne n'est en dessous de la Constitution. Je dis en dessous de la Constitution parce que quand vous avez vos droits constitutionnels violés, alors c'est comme si on mettait une pression sur vous, vous êtes en dessous de la Constitution. Et ça, c'est problématique, nous avons ça beaucoup dans ce pays. Qui répondent aux critères reconnus à l'échelle internationale, caractérisant des systèmes démocratiques, au moins en matière de représentativité et de respect des droits humains, sont plus difficiles à modifier que les lois ordinaires. Leur révision peut, par exemple, nécessiter un vote à la majorité de 2/3 du suffrage et au référendum. Je dis, le cinquième point très important, sont plus difficiles à modifier que les lois ordinaires. Vous savez, on ne modifie pas une constitution comme ça. On ne se lève pas un matin, on fait des révisions. 3 ans plus tard, on la change. 5 ans plus tard, une révision. C'est problématique. Le texte constitutionnel actuellement en vigueur en Côte d'Ivoire est la Constitution du 8 novembre 2016 qui fonde la 3e République, amendée en mars 2020 et plus récemment. Elle fut approuvée lors d'un référendum en 2016 et 4 ans plus tard modifiée par voie parlementaire. Le constat, il est là. Nous ne devrons pas modifier la Constitution comme une loi ordinaire. Ce doit être un cas exceptionnel et rare. Or, depuis 2000, nous avons modifié 4 fois notre Constitution. Sous le président Robert Guy, paix à son âme, on a eu une première république. Une nouvelle Constitution a été adoptée. Il y a eu la 2e République sous le président Ouattara en 2016. On a eu la 3e République, c'est sous lui. Et en 2020, avec une modification, et tout récemment. Soit en moyenne, chaque 5 ans, nous revisitons notre Constitution. Mais c'est trop. C'est vraiment trop. J'ai passé plus de 40 ans aux États-Unis. Le constat que j'ai fait, ils ont presque 27 amendements, je crois. Le premier amendement, c'était 10 amendements. Plus de 240 ans d'existence. On ne se lève pas un matin parce qu'on est président de la République et puis on change la Constitution. Et il faudrait qu'on soit clair là-dessus. Parce que si on n'est pas clair là-dessus, moi demain je peux être président de la République, je décide de changer la Constitution. Ça ne se change pas. Elle s'autocorrige par les amendements. Parce que si on donne cette habitude de changer la Constitution, rien dans la Constitution empêche le prochain président de changer la Constitution. C'est pour cela qu'il faut qu'on trouve des solutions à ça. Et c'est problématique. Problème. L'article 177 nouveau, l'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et aux membres de l'Assemblée nationale. Le projet ou la proposition de loi portant révision de la Constitution est déposée devant l'une des 2 chambres, nous en avons 2, du Parlement et examinée dans les conditions fixées par l'article 109. Pour être prise en considération, le projet doit être voté à la majorité absolue des membres du Congrès. Ce qui veut dire que le chef de l'État peut à tout moment changer la Constitution. Si vous avez constaté, chaque fois que nous avons un président, il a la majorité à l'Assemblée. C'est la pauvreté qui nous amène à ce statut-là. Il a la majorité à l'Assemblée. Il nomme le Conseil constitutionnel, le président du Conseil. Il nomme encore certains membres, et les députés nomment certains membres, et très souvent les députés sont encore de la présidence. Il a un pouvoir absolu. C'est problématique. Vous savez, quand il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir juridique, c'est pour qu'il y ait une balance
Si vous n'avez pas ça, vous avez un pouvoir absolu, vous avez l'anarchie, vous avez la dictature. Ça, c'est clair. Dans toutes les institutions du monde, si vous n'avez pas ça, vous avez problème. Il n'y a rien dans la Constitution qui empêche un président de se lever un matin pour dire « Moi, je change la Constitution aujourd'hui ». Il a la majorité parlementaire. Il faut noter aussi que l'article 177 nouveau dit ceci. Toutefois, le projet ou la proposition de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le président décide de le soumettre au Parlement. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Le président décide. C'est-à-dire qu'il peut décider de ne pas soumettre ça au référendum. Il peut tout simplement aller à l'Assemblée nationale, sa majorité, et puis il dit, bon voilà, on va faire un changement ici, et puis paf, nous avons un changement. C'est dangereux. Ici encore, on a un Sénat qui est nommé, une partie du Sénat est nommée par le président de la République. Ce qui est en violation flagrante de notre Constitution. Vous avez l'exécutif qui nomme le législatif. Parce qu'ils ont le droit de délibération. Mais on crée un Sénat pour quoi faire? J'ai suivi les élections présidentielles aux États-Unis depuis Ronald Reagan, dans les années 80, jusqu'au dernier. Le Sénat, aux États-Unis, existe pour une raison. Vous avez 350 millions d'habitants. Vous avez 50 États. Il n'y a que 2 sénateurs par État. C'est comme ça qu'ils ont créé, les 13 premières colonies ont créé l'État, l'État fédéral. 2 sénateurs par État, quel que soit le nombre. C'est-à-dire souvent, la loi est difficile à interpréter. Quand vous analysez, vous dites non, il devait y avoir plus. Mais ils se disent que s'il y a plus de sénateurs, alors ceux qui ont les États où il y a beaucoup de population, ils auront plus de sénateurs que les petits États qui sont les États du Nord. Alors on donne 2 États, c'est-à-dire que tous les États sont égaux, 2 par sénateur. Et par rapport à la population, c'est là le Sénat vient en second, c'est-à-dire on les divise en districts, vous avez tel district, vous avez tel nombre de sénateurs, etc., etc. Dites-moi en Côte d'Ivoire, on est combien de millions? On n'est que 30 millions d'habitants. On n'a pas 31 sénateurs, on devait avoir un sénateur par département, j'allais comprendre. On a plusieurs sénateurs. Mais pourquoi est-ce qu'on crée un Sénat? Dans un pays où je suis sorti un peu de la Côte d'Ivoire récemment, je vais dans une région de 3000 habitants, il n'y a même pas un seul dispensaire. Et vous créez un Sénat budgétivore. Ce sont des réalités. Nous allons dire ce qui est vrai, ce que nous observons. Si on n'a pas observé, on ne dira pas. Si on dit quelque chose qui, vous pensez que ce n'est pas ça, venez nous voir. Si on s'est trompé, on viendra en public pour vous demander pardon. Mais nous allons dire la vérité. Ça, c'est l'objectif du renouveau démocratique. Notre objectif de vouloir accéder au pouvoir, c'est exactement ça, de changer tout ce qui ne va pas. Et puis, le président nomme des sénateurs. D'autres vont aux élections. Il y a une imbalance. Ça n'a pas de sens. Ou bien ils vont tous se faire élire, ou bien ça s'arrête là. L'exécutif ne peut pas nommer le législatif. Ça ne va pas. L'image même ne va pas. Le problème avec ça, on a des constitutionnalistes qui sont là, on ne les entend pas. C'est un abus et c'est un danger. Cas numéro 1. En 2000, avec la Deuxième République, on a inscrit à tort l'article 35 de la Constitution spécialement pour éliminer le président Alassane Ouattara. Vous savez, je ne suis ni X ou Y. Je critique, je parle de ce qui va mal. Pour la première fois, on utilise la machine constitutionnelle pour empêcher quelqu'un de se présenter à l'élection présidentielle. Encore là, un abus et un danger. Cas numéro 2. En 2006, le Conseil de sécurité de l'ONU a voté la résolution 1721.
Pour arriver à la résolution 1721, la France avait introduit au Conseil de sécurité la suspension de la constitution de la Côte d'Ivoire parce que Laurent Gbagbo les gênait. La France subordonnait la constitution ivoirienne au texte établi par la communauté internationale. En fait, la France proposait de suspendre la constitution ivoirienne, ce qui est aberrant, surprenant et inadmissible. C'est qu'il y a des constitutionnalistes ivoiriens qui étaient pour ça. Un tiers pays, la France, décide de prendre votre constitution, introduire un article à l'ONU pour suspendre votre constitution. Des Africains ivoiriens, quand je dis Africains ivoiriens, je veux dire que c'est parce que ça se passe presque partout, acceptent ça, sachant bien même que c'est illégal. Et c'est quand même surprenant. Ce qui était intéressant dans ça, il y a eu un veto de la France, pardon, pas de la France, il y a eu un veto des États-Unis, veto de la Chine et veto de la Russie. Vous comprenez? Ce sont ces pays-là qui ont posé le veto pour empêcher pour que cette constitution soit suspendue. Nous, au niveau démocratique, on venait d'arriver sur le terrain. Et vous avez dit qu'on avait déjà commencé à travailler. J'ai encore des articles des journaux. On était le seul parti d'opposition à dire non à la suspension de la Constitution. Les partis politiques ici, les constitutionnalistes, ceux qui voulaient que Gbagbo parte, ils acceptent. Ils disent, c'est mauvais, mais comme ça ne m'arrange pas, faites-le. C'est ce qui s'est passé. Mais ce que vous ne savez pas, quand on suspend une constitution, ça veut dire que c'est suspendu là. Prenons le mot comme il vient, suspendu. Quand il est suspendu, ça veut dire quoi? Il n'y a plus, c'est-à-dire le président lui-même est suspendu. Il n'y a plus de président. Il n'y a plus de cour constitutionnelle. Il n'y a plus de militaires. Il n'y a absolument pas de commission électorale indépendante. Tout est suspendu. Ça a échappé à nos constitutionnalistes. Tout simplement, un président ne me plaît pas, il doit partir, suspendre la Constitution. Et nous, au Renouveau démocratique, on est toujours dans la logique. Hein. En 2006, quand cela a eu lieu, nous avons dit non. Et nous sommes toujours dans la même logique à expliquer les choses qui ne vont pas, qui ne sont pas acceptables. Excusez-moi. En 2016, le président Ouattara nous a donné la Troisième République en changeant la Constitution. Le PDCI l'a accompagné dans cette tâche pour faire la majorité. Mais écoutez, quand la Deuxième République est morte, elle est morte avec toutes les institutions. À minuit, le 7 novembre 2016, quand l'autre constitution est morte, il n'y a plus de président, il n'y a plus de ministre, il n'y a plus de gouvernement. Il n'y a pas un texte qui dit que vous pouvez encore être président dans la nouvelle constitution, dans la nouvelle république. Parce que c'est ce que ça veut dire d'une république à une autre. Techniquement, il devait y avoir des élections. S'il y a minuit 01, une république est morte, vous n'existez plus avec la république. Vous allez dans la Deuxième République, soit avec des élections, soit vous trouvez un format, mais le président ne peut plus être président de la République. C'est logique. Je ne suis pas confronté. Comment on peut dire ça encore? Confrontational. Comment on dit ça? Confrontationnel, on peut dire ça en français? Bon. Je ne veux pas confronter quoi que ce soit, je suis en train de dire le droit. Droit constitutionnel, pur et simple, rien d'autre. Et donc, en ce qui nous concerne, il ne devrait plus avoir de président, donc on devait seulement aller aux élections. Et ce n'est pas ce qui s'est passé. Le président est resté président dans la Troisième République. Nous pensons que ce n'est pas juste. Mais comme le PDCI l'a accompagné, moi je n'étais pas dans leur relation, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu la majorité d'accompagner le chef de l'État. C'est pour ça que je vous dis, on n'accompagne pas quelqu'un quand c'est mauvais. Quand c'est pas bon, c'est pas bon.
Si c'est votre frère, votre papa, ayez le courage de lui dire poliment que ça, c'est pas bon. C'est ce qui n'a pas été fait. Donc nous nous sommes retrouvés dans une situation politique majoritaire où on a changé la constitution parce que tout simplement le PDG a accompagné le RDR. C'est anticonstitutionnel. Eh bien, il ne devrait même pas avoir de députés. Le président devenait tout simplement ex-président. C'est tout. Et il devenait un citoyen lambda. Nous allons donner tout à l'heure nos recommandations, nos solutions. La Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, ça vient de la Cour constitutionnelle. Nous avons dit, l'article 35 de la Constitution de 2000 avait été écrit pour éliminer le président Lassane. Ici, le renouveau démocratique, c'est l'abus de la Cour constitutionnelle dans deux cas. D'abord, voyons quelques articles de la loi 2513 du 1er août 2000. Nous allons revisiter 2010, les élections de 2010. Nous allons vous dire nos positions par rapport à cette élection de 2010. Article 60. Le Conseil constitutionnel statue sur l'éligibilité des candidats, la régularité et la validité des élections à l'Assemblée nationale. Article 88. Le Conseil constitutionnel est juge de la constitutionnalité des lois. Il est l'organe régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics. Regardez son pouvoir, hein. Article 89. Il est composé d'un président, des anciens présidents, je parle de la Constitution de 2000, puisque c'est ce qui nous a donné les élections de 2010. Les anciens présidents, sauf renonciation exprès de leur part, de 6 conseillers, dont 3 désignés par le président de la République. Vous comprenez? Le président désigne des membres du Conseil constitutionnel. Il a nommé non seulement le président du Conseil, il nomme encore ses conseillers. Article 90. Le président du Conseil constitutionnel est nommé par le président de la République pour une durée de 6 ans, non renouvelable, parmi les personnalités connues pour leurs compétences en matière juridique et administrative. Article 91. Les conseillers sont nommés par une durée de 6 ans, non renouvelable par le président de la République. Article 94. Ça, c'est encore plus important. Vous allez comprendre comment ce Conseil constitutionnel, il faut faire des réformes. Le Conseil constitutionnel contrôle la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats. Il statue sur l'éligibilité des candidats, comme nous avons vu l'exemple, quand on a statué sur l'éligibilité de certains candidats qu'on a éliminés. La contestation relative à l'élection du président de la République et des députés, le Conseil constitutionnel proclame les résultats définitifs des élections présidentielles. Est-ce que vous saisissez un peu sa puissance, sa force? L'article 98 est encore plus important. Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont pas susceptibles d'aucun recours. C'est du bon français, ça. C'est-à-dire, ce qu'il a dit, c'est ce qui est. Bon ou mauvais. C'est le pouvoir qu'il a. Cet article, d'ailleurs, est repris dans l'article 137 nouveau de la loi constitutionnelle de 2020-348 du 9 mars 2020, modifiant la loi du numéro 2016-886 du 8 novembre 2016, portant modification de la constitution du président Ouattara. Je vous en prie, suivez un peu ce débat constitutionnel. C'est très, très, très important. Et surtout, pour mes frères journalistes, vous allez comprendre pourquoi on a ce problème en Côte d'Ivoire et ça ne changera pas. Le renouveau démocratique a repris ces articles pour dire combien ces articles sont la base des problèmes. C'est ce que je vous ai expliqué, que nous avons eu à vous expliquer. Il faut qu'on parle de correction. Le premier cas dangereux, ce sont les élections de 2010. Si vous prenez note, et si on finit, je peux vous donner des informations après. Le président Alassane était illégalement écarté. Il a fallu des mesures exceptionnelles pour sa candidature. Selon la Constitution qui donne plein pouvoir à la Cour constitutionnelle, le président Laurent Gbagbo devait être le président de la Côte d'Ivoire
en 2010. Parce que le professeur Yaoundé, président de la Cour constitutionnelle, a conclu décider. Point barre. Je voudrais que vous preniez note. Je ne suis pas baboïste. Je ne suis pas alassaniste. Je suis ivoirien concerné. En 2010, il y a eu des irrégularités au nord. 8 départements ont été éliminés. En principe, l'article 64 nous demandait au président de la Cour constitutionnelle de reprendre les élections. Dans le cas où le Conseil constitutionnel constate des irrégularités graves de nature à entacher la sincérité du scrutin et en affecter le résultat d'ensemble, il prononce l'annulation de l'élection, donc on reprend les élections. Donc si personne n'a gagné les élections, il fallait reprendre. Mais selon l'article 94 et 98 de la Constitution, la décision de Yaoundé devait être finale. C'est le droit que la Constitution lui donne. Vous voyez pourquoi nous voulons qu'il y ait des réformes? Parce que c'est un danger de permettre à un individu de décider d'une élection et on n'a pas de recours parce que c'est ce que la Constitution dit. Une Constitution, vous avez tout le système constitutionnel, la justice, tout va à la cour d'appel, mais quand ça arrive, ce sont eux qui interprètent les lois. Hein. Et comme les lois ne sont pas noires et blancs, il faut les interpréter. Et souvent, quand on les interprète, il y a le sentiment personnel qui rentre là-dedans. C'est pourquoi on ne donne pas ça à un individu. Aux États-Unis, ils ont 9 qui décident des problèmes constitutionnels. Nous, on a un seul, un individu. Et lui, il a été nommé par le chef de l'État. Écoutez, écoutez-moi bien. En réalité, le président Gbagbo n'a pas gagné les élections. Parce que vous ne pouvez pas supprimer les voix de plus de 8 départements et proclamer les résultats. L'article 64 de la loi électorale dit ceci, comme je vous l'avais cité, il faut reprendre les élections. Mais comme l'article 94 et 98 donne le plein pouvoir à Yaoundé, Yaoundé dit qu'il a gagné. En 2010, le président devait être président de la République. Aussi simple que ça. C'est une question de droit. Je suis prêt à affronter n'importe quel constitutionnaliste pour me dire le contraire. C'est une question de droit. On interprète le droit comme ça. Il dit, c'est lui, quand il dit 94, je vous ai encore dit ça, où je suis là. Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont pas susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives, juridictionnelles, militaires et à toute personne physique ou morale. Est-ce que c'est clair? Monsieur le journaliste, c'est clair, non? C'est lui qui décide. C'est pourquoi c'est un danger de nommer quelqu'un responsable de tout ça. Le deuxième cas dangereux, ce sont les élections présidentielles de 2000. Vous voyez, je ne supporte personne. Hein. Moi, je lis le droit pour expliquer. La Cour constitutionnelle, qui a le même plein pouvoir, est nommée par le président de la République, prend la décision d'éliminer les candidatures de plusieurs présidents de partis politiques. Un acte grave et antidémocratique. Vous comprenez? On ne peut pas dire ça c'est bon et ça c'est mauvais. C'est la même chose. Ici, le président de la Cour constitutionnelle a décidé que le président Gbagbo a gagné les élections. C'est constitutionnel. C'est mauvais. Et ce n'est pas vrai parce qu'on a éliminé 8 voix. Mais c'est sa décision. Là encore, c'est sous un autre gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement du président Alassane, c'est même une Cour constitutionnelle qui a le même pouvoir qui décide d'éliminer des candidats de partis politiques. Les partis politiques sont nés pour accéder au pouvoir. C'est ça leur rôle. Ils se budgétisent, ils dépensent, ils travaillent, ils font des recherches, ils vont partout, ils écoutent la population, ils cherchent à savoir quel est le problème, ils font des propositions. Vous ne pouvez pas vous lever le matin et dire, vous ne pouvez pas vous présenter aux élections présidentielles sans leur donner le choix de peut-être choisir quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui s'est passé. Les élections de 2000, comme je vous ai dit, et de 2000, c'est problématique. Donc, d'une part ou d'une autre, vous voyez deux présidents qui ont pris des décisions constitutionnelles qui sont anticonstitutionnelles.
certains leaders politiciens africains, surtout ceux qui sont au pouvoir, qui ne veulent pas partir du pouvoir, vous disent que la démocratie est imposée aux Africains, mal adaptée à nos réalités importées. La majorité des Africains qui vous disent ça, ils sont au pouvoir. Vous ne verrez pas l'opposition vous dire que la démocratie, cour constitutionnelle, tout ça, c'est mauvais. C'est toujours ceux qui sont au pouvoir qui vous disent qu'il n'y a rien de mal en ça. Mais ce que je n'ai pas compris, la révolution industrielle du XVIIIe siècle a eu lieu dans un système démocratique. La liberté de penser, la liberté d'entreprendre, la liberté d'aller et venir, la protection de vos droits, la protection des institutions. C'est ça qui donne la créativité à l'être humain. Si vous freinez ça, vous freinez le développement. Mais on accepte de consommer la voiture, la climatisation, le téléphone, qui vient de ce système démocratique, mais on condamne le système qui a créé le produit. Mais ça n'a pas de sens. Écoutez souvent des ministres, des présidents des institutions qui vous disent le coup d'état militaire, on l'a fait parce que c'est normal, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Bon, l'Occident nous impose une démocratie. Il n'y a pas de démocratie à l'africaine, ça n'existe pas. Il y a seulement des différentes formes de démocratie, mais la démocratie c'est quoi? C'est-à-dire, c'est le choix d'un individu par la population pour être leur leader pendant un temps déterminé par la Constitution. Un point, un trait. Où est-ce qui est difficile dans ça? Qu'est-ce qui vous donne de prendre le pouvoir par la force? Le coup d'état militaire de 99. Soyez patient, on est presque à la fin. Le coup d'état militaire de 1999. Ceux qui veulent du café, on va vous donner, parce que ne dormez pas, je vous en prie. Ça, c'est très important. Le coup d'état contre le président Bédié, c'est un coup d'état de force pour prendre le pouvoir, et rien d'autre. Quand on ne veut pas aller aux élections, on utilise la force. Mais on est devenu putschistes, nous-mêmes. Et ça mène à la destruction d'un peuple pour les ambitions des uns et des autres. Nous avons l'habitude de dire la Côte d'Ivoire est bénie de Dieu, on se moquait des pays, Ghana qui faisait coup d'État, etc. Mais nous en avons eu beaucoup nous-mêmes, enfin un coup d'État nous-mêmes. Pour la première fois, j'étais encore aux États-Unis quand j'ai eu ce coup de fil un matin, me dit ton président a été renversé. J'ai dit non, vous plaisantez, c'est pas la Côte d'Ivoire, nous on ne fait pas coup d'État là-bas. Mais donc on est rentré dans l'histoire en tant que putschiste et c'est fini, notre image est ternie, c'est terminé. Le coup d'État n'arrange pas les pays africains. Je vais vous donner les statistiques. J'adore les statistiques. L'Afrique détient le record mondial de coups d'État. Il y a eu 146 coups d'État en Afrique. 146 coups d'État en Afrique. Depuis 1945. Le Soudan a eu 17 depuis 1950. Le Burundi, le Burkina, 8 depuis leur indépendance. Le Nigeria, 7. Le Congo, le Bénin, le Niger, la République centrafricaine, le Tchad, ils en ont eu 6. Les Comores, le Mali, le Ghana, la Guinée-Bissau, ils en ont eu 5. L'Éthiopie, l'Ouganda, 4. Et j'en passe. Si les coups d'État pouvaient développer l'Afrique, on en a eu 146. On aurait dépassé l'Europe. Excusez-moi. La fameuse commission électorale indépendante. Je venais de vous dire que nous venons de bloquer. Avant d'aller là-bas, je voulais tout simplement dire que on accuse toujours les Occidentaux. C'est les Français, c'est l'Occident. Ils sont la base de nos problèmes. C'est un Africain qui renverse un autre Africain. Si je viens vous voir au village, prenons seulement l'exemple africain. Moi, j'ai grandi dans la région d'Alépé. Il y a des générations qui viennent au pouvoir, c'est de génération en génération. Vous, c'est votre génération, cette fois-ci, lui, il doit attendre 10 ans. Je viens vous voir, dire, bon voilà, j'ai besoin de votre terre parce que je vois de l'uranium, de l'or. Vous me dites, non, je ne vous donne pas. Vous êtes du même village, hein? C'est votre génération, c'est votre tour, lui, il doit attendre son tour. Je vais le voir, je dis, si vous l'enlevez, moi, je vais vous aider pour l'enlever. Et vous acceptez. De moi,
Et vous, qui est le plus responsable de cette histoire? C'est vous. Vous avez refusé d'accepter la loi mise par nos ancêtres depuis des millénaires. Parce que moi, je viens vous dire, je vais vous aider à enlever votre frère. Et vous l'enlevez. C'est-à-dire le coup d'État militaire, c'est un frère africain qui enlève un autre frère africain. Oubliez que ce soit sanglant ou pas sanglant, c'est mauvais. La commission électorale indépendante. Je venais d'avoir ma première expérience à Boisflé. Les questions que les partis d'opposition se sont toujours posées, c'est l'indépendance réelle de cette commission. L'indépendance de son président dans tous les gouvernements qui se sont succédés. Y compris ce gouvernement, le gouvernement d'Alassane. Les gens se posent encore des questions sur l'indépendance réelle du président. Et donc, la perception, c'est tout. C'est-à-dire, quand je vois quelque chose, je pense que ça affecte l'individu. C'est pourquoi il ne faudra pas ce genre de perception. Si on perçoit que c'est ça qui est indépendant, alors faisons quelque chose pour corriger ça. La perception, c'est tout. Tout est perception. Il y a eu d'ailleurs la coalition qui rassemblait plusieurs partis d'opposition, dont le parti du PDCI, dirigé par Père à son âme, Henri Konan-Bédié, avait appelé tous les militants à se tenir prêts pour faire barrage à la CEI qu'il disait illégale et illégitime. Cette opposition avait accusé la CEI d'être une chambre d'enregistrement, déséquilibrée structurellement, accusant le pouvoir d'avoir largement manipulé les structures antérieures. Nous avons encore des problèmes à Yopougon. En général, il y a un problème avec l'organisation des élections. La déclaration des candidatures obligatoire est accompagnée de pièces à fournir de moins de 3 mois. Mais j'en ai souffert. Moi, je ne savais pas que c'est comme ça que ça fonctionnait. Les plus difficiles, ce sont les certificats de nationalité. Mais, vous êtes des Ivoiriens, non? Vous voulez que je vous demande de me donner un certificat de nationalité datant de moins de 3 ans? Après 3 mois, vous n'êtes plus Ivoirien? Pourquoi le certificat de nationalité doit être daté de moins de 3 ans? On n'a pas un système... 3 mois, pardon. On n'a pas un système qui peut nous dire que vous êtes Ivoirien, c'est fini, c'est terminé. Vous n'avez pas à le prouver chaque fois. Vous n'allez pas aller chercher un document et puis après le document n'est plus valable. L'autre problème encore, c'est l'attestation de régularité fiscale. Il y en a qui ont eu des problèmes pour pouvoir l'obtenir. Mais tout est difficile. Et pendant les élections, il faut débourser de l'argent pour avoir vos dossiers. Celui qui tape les dossiers dans les administrations, si vous ne donnez pas 5 francs, vous n'allez pas l'avoir. C'est un système de corruption qui est mis en place. Il y a 350 dossiers par candidature. C'est-à-dire le candidat, je prends la moyenne de 50 conseillers, il y a 350 dossiers. Nous avons 201 communes. Faites la multiplication. Avec 35 000... je suis là-bas. 35 000, c'est ça, non? 350... Non, ce sont 1100 candidats. Parce que le calcul est bizarre. Hein? Avec plus de 201 communes et en moyenne 5 candidats par commune, ce sont 1005 candidats. Et chacun a 350 dossiers. Ça fait 351 750 dossiers. Et vous dépensez en moyenne 20 000 francs par dossier. Vous êtes à 7 milliards. 7 milliards. Et ça n'a rien à voir avec ce que les gens vous demandent à côté, à droite, à gauche, pour pouvoir essayer de fournir vos dossiers. Il y a problème. Et tous ces dossiers, quand vous les constituez, des milliers de dossiers, ça va tous à la CEI. Il n'y a pas de décentralisation. Tout va là-bas. Si on rejette, on a rejeté un de mes candidats, je crois. On rejette, si vous ne pouvez pas trouver un remplaçant rapidement, vous êtes fort clos, vous n'êtes plus dedans. Mais c'est quel système ça? On ne peut pas simplifier les choses. Encore une chose. Nous, notre candidature était à Boisflé. On nous a demandé d'envoyer les dossiers d'impôt à Yamsokro. Et Yamsokro, les convois à Boaké. Est-ce que vous comprenez? Pour être signé, vous envoyez à Yamsokro, les convois à Boaké pour être signé. Et c'est nous qui payons les transports. Quand tous les dossiers sont prêts, il faut maintenant se rendre à la CEI avec tous ces dossiers. Mais près de 400 par candidat,
Le siège est débordé. C'est pourquoi on demande souvent aux gens, il y a des dates limites de dépôt parce qu'ils sont eux-mêmes débordés. Les gens sont là-bas jusqu'à minuit. C'est incroyable. La question que nous nous posons avec cette histoire de mairie, comme je vous l'avais déjà dit au début, pourquoi ne pas laisser les jeunes être candidats à la mairie? Nous, quand les jeunes sont venus nous voir, on a nommé un jeune. Il était d'ailleurs le plus jeune. En Côte d'Ivoire, même peut-être, il faisait partie des candidats les plus jeunes. Si vous n'avez pas confiance à la jeunesse, mais c'est très grave. Souvent, on se dit, je me rappelle, on dit, ah non, on n'a pas formé assez de personnes pour nous remplacer. Mais diantre, donnez-leur le poste de mairie. Ils vont apprendre. Le député, il veut être maire. Et souvent même, il est maire dans une ville où il ne vit même pas là-bas. Le ministre veut être, lui aussi, conseil constitutionnel. Conseil, comment on appelle? Régional. Mais lui, il a un poste ministériel, c'est un département volumineux, c'est lourd, c'est une responsabilité. Mais il veut encore être conseil régional. Et, comment? Il est même député. Député maire. Et encore de surcroît. Nous, ici, on fera confiance à la jeunesse. On va travailler avec cette jeunesse. C'est-à-dire, ces postes cumulatifs sont anticonstitutionnels, si on veut vraiment regarder. Vous voyez un député qui est législatif, va se mettre dans une situation administrative. Ça n'a pas de sens. Et maintenant, le problème, on va bientôt terminer, la nationalité. Je ne veux pas trop rentrer dans ce volet, parce qu'on est sujet sur la nationalité. Je vais vous inviter encore à la presse. Nous avons encore 3 ou 4 qui nous restent, sur le problème de la nationalité. C'est problématique. Mes enfants, certains de mes enfants sont nés aux États-Unis. Ils deviennent américains automatiquement. Tout ce qu'ils ont besoin, leur acte de naissance enregistré suffit. Que ton père soit ivoirien, nigérian, français, l'enfant est ivoirien, terminé, un point trait. Nous avons eu ça dans notre constitution de 1960 à 1972. C'était le droit de sol. Mais nous n'avons pas respecté ça. Et nous sommes allés maintenant au droit de sang. Je vous dis que je ne veux pas rentrer dans les détails, je viendrai après une constitution. On utilise ça à tort et à travers, on rend des gens apatrides. C'est anticonstitutionnel. Nous parlons des droits de l'homme. Mais dire à quelqu'un, des gens qui sont dépourvus de leur nationalité, c'est une violation de leurs droits. Et ils sont apatrides. Et nous sommes signataires, nous adhérons à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et pourtant, il y a des Ivoiriens qui ne sont pas Ivoiriens. Ce problème continue. Le président Ouattara a souffert de ça. Mais voilà 13 ans qu'il est au pouvoir, nous avons toujours ce cas qui existe. On continue de naturaliser des Ivoiriens. Ça n'a pas de sens. Mais ce problème existe, comme je vous ai dit dans la charte, on l'utilise parce que tout ça, c'est pour freiner l'accès au pouvoir. Tout ce qui peut être utilisé pour avoir l'accès au pouvoir, tous les gouvernements l'ont utilisé. Mais nous allons avoir une conférence sur ça. Nous avons la documentation de Nantes. Nous avons des documentations très importantes que nous allons partager avec vous. Le problème de nationalité, il est très important. Il faut qu'on arrive à lui trouver une solution. Parce que ça nous amène à la guerre. Ma propre belle-mère, elle est à Bidji. Elle est à côté ici. Elle a une des difficultés à avoir sa carte d'identité. Une vieille femme de 60 ans. Je ne m'avais pas dit son âge, sinon elle va se fâcher. Mais elle n'a pas sa pièce. Elle vient d'avoir ça récemment. Mais comme un citoyen peut avoir des difficultés pour avoir un certificat de nationalité, peut avoir des difficultés à avoir sa carte d'identité, et c'est ça qui l'amène à s'inscrire sur la liste électorale. Pourquoi le gouvernement veut contrôler ça? Tous les gouvernements veulent contrôler ça. Pourquoi? C'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est le pouvoir. Il faut empêcher ceux qui peuvent arriver là-bas. S'ils sont électeurs, s'ils ne sont pas pour moi, il faut les empêcher d'y arriver. Mais c'est problématique. Il faut qu'on lui trouve une solution. Et bien voilà la solution du renouveau démocratique.
si Dieu nous fait grâce et que nous sommes au pouvoir, nous allons modifier la Constitution pour inscrire que plus jamais personne ne changera la Constitution jusqu'à la fin du monde. Rien n'est éternel, jusqu'à la fin du monde. Nous allons modifier tout ce qui gêne pour le bon fonctionnement de la nation. Une Constitution s'auto-corrige avec les amendements qui seront faits dans des conditions exceptionnelles en cas de nécessité absolue. Ce ne sont pas des lois ordinaires, on ne les modifie pas facilement comme on le veut. Le président de la République ne nommera plus le président de la Cour constitutionnelle. Ce sont les solutions que nous vous donnons. 2. Il y aura 7 membres permanents de la dite Cour proposés par le Conseil supérieur de la magistrature et approuvés par les 2/3 des députés de l'Assemblée nationale. Ces membres du Conseil constitutionnel seront inamovibles, sauf faute grave définie par la loi, jusqu'à l'âge de 75 ans. 3. Le renouveau démocratique va doubler le salaire des FDS. Je vais vous dire pourquoi. Militaires, gendarmes, policiers, agents des eaux et forêts, il faut nécessairement doubler les salaires. Parce que si on double les salaires, on les protège, on les modernise, ce sont ceux-là qui vont nous donner la paix. Et il n'y aura plus jamais de coup d'État dans ce pays. Parce que vous avez un service, quelqu'un prend des armes quelque part, tire en l'air, pouf, l'armée a disparu. Mais c'est problématique. Il faut changer ça. Une loi 4 sera votée sur le financement des campagnes électorales. On va contrôler, on ne va pas dépenser au hasard. On va distribuer l'argent aux pauvres parce qu'ils sont pauvres pour acheter leur conscience. Moi, je n'ai rien compris. Quand je demande à ces jeunes, je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous prenez l'argent? Ils me disent, mais on n'a rien. On est là et puis bon, on vient nous donner 10 000 francs, 100 000 francs, 50 000 francs. Mais on va voter pour vous. Vous voyez, c'est malhonnête. On joue sur la pauvreté de la population pour acheter leur conscience. N'accusez pas cette population, hein. Accusez ceux qui le font. Vous ne pouvez pas aller dépenser de l'argent comme ça pour acheter la conscience des gens pour être élus. C'est illégal. C'est pas normal. Il faut bannir ça. C'est pourquoi notre objectif dans ce parti, c'est de lutter de façon farouche contre la pauvreté. Le problème de la nationalité. D'abord, il faut, comme je vous l'ai dit, il faut faire une réforme profonde de la CEI. Le problème de la nationalité, la première année, encore si Dieu nous fait grâce, il y a 3 choses que nous allons résoudre immédiatement. Problème constitutionnel, nous allons dédommager nos frères et sœurs qui ont subi des douleurs pendant la guerre, après la guerre, et qui ont subi des problèmes. Nous proposons plus de 100 milliards. Nous allons le faire immédiatement la toute première année. Et le problème de la nationalité sera aussi sur la table. Il faut prendre des décisions pour résoudre les problèmes qui nous divisent, je veux dire. Eh bien, le renouveau démocratique va aussi 6. Notre objectif est de rassembler les Ivoiriens, quelles que soient vos origines. J'ai été à Gagnoa, j'ai été récemment dans cette région de la Kota, à Diaké, etc. Il y a des jeunes gens qui sont venus me voir et me disent, M. Djenko, mon fils, où je n'arrive pas à trouver de l'emploi à cause de mon patronyme. Prenez note, hein, des Ivoiriens vous disent qu'ils ne peuvent pas trouver de l'emploi à cause de leur patronyme. C'est un sentiment. Ce n'est pas une seule personne qui m'a dit. Mon fils ne peut pas travailler parce qu'il s'appelle DJ. C'est le sentiment qu'ils ont. Mais il appartient au président de la République, qui est président de tous les Ivoiriens, de corriger ça. C'est anormal. Si des gens ont ce sentiment qu'ils ne peuvent pas travailler à cause de leur patronyme, autant ce n'est pas normal qu'on dit que des gens ne sont pas Ivoiriens à cause de leur patronyme. Soyons justes. On ne peut pas être pour ça et contre ça, alors que c'est la même balance, c'est la même chose. Donc nous appelons les autorités actuelles qu'il y a un problème sérieux, qu'il y a des Ivoiriens qui sentent qu'ils ne peuvent pas travailler parce qu'ils ont leur patronyme qui les empêche de travailler. Vrai ou faux, c'est un sentiment. Et la perception est tout. Et il appartient au chef de l'État de faire des enquêtes. Si c'est vrai, de trouver des solutions. Je ne peux pas être dans mon pays. La Constitution protège mon emploi.
Vous ne pouvez pas me dire je ne peux pas travailler parce que mon nom ne vous arrange pas. S'il y a un cas, mais il faut envoyer ça en justice. Il faut même qu'on envoie le gouvernement en justice parce que ça se fait. Si vous pouvez gagner en Côte d'Ivoire. Notre objectif, c'est l'égalité, la justice, la liberté, la paix, sans distinction aucune. Parce que l'appartenance à une nation, ça fait partie de votre réalité fondamentale. J'ai grandi avec deux Français à l'Institut de recherche oléagineux dans les années 60. Quand ils ont pris la retraite, leur grand frère est rentré dans l'armée française. Ils sont repartis chez eux, en France. Ils n'ont pas pu tenir, ils sont revenus. La sauce graine et l'escargot, ils doivent l'avoir. Mais ce que vous faites, ce sont des Français, mais qui ne se retrouvent pas en France. Leur pays, c'est la Côte d'Ivoire, c'est ici qu'ils sont nés. Mais il faudrait qu'on arrive à les accepter comme nos frères, quelle que soit la couleur de leur peau, quelle que soit la texture de leurs cheveux. Parce que c'est comme ça qu'on construit une nation. C'est comme ça qu'on arrive à rassembler les Ivoiriens autour d'un idéal. Le drapeau orange, blanc, vert doit être plus important que l'individu lui-même. Si on n'a pas cet idéal, mais on rêve, vous rêvez tous, rien ne va avoir lieu. Les gens vont aller tout de suite au pouvoir, ils ont tout ce qu'ils veulent, et puis vous autres, vous êtes là, on vous suppresse, on vous empêche d'avancer. Tout est luxe. Avoir une voiture ne doit pas être un luxe. Avoir une maison climatisée dans un pays chaud ne doit pas être un luxe. Même si vous avez une entrée couchée, vous devez être climatisé. Tout est luxe. Et donc on arrive à la cherté de la vie parce que l'État lui-même impose un système économique fiscal et puis on se plaint pourquoi c'est cher. Et on veut aller au marché dire à la femme, non, ton prix là c'est combien? Non, tu dois diminuer. Non, c'est une question d'offre et de demande. C'est ça le système de marché. Vous avez créé un système où tout est cher. Je fais rentrer une voiture en Côte d'Ivoire, je paye 50% de la valeur de la voiture. Je suis un transporteur, mais vous allez tous payer. On ne peut pas demander aux gens de fixer les prix. On ne fixe pas les prix. Les prix se fixent sur le marché. L'offre et la demande. Aussi simple que ça. Et donc, en 7e point, il faut lutter contre la pauvreté. C'est la pauvreté qui nous amène là. C'est la pauvreté qui amène les hommes politiques à corrompre nos mamans, nos frères et sœurs, parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont rien à manger, on va leur donner un peu, ils vont voter pour nous. Il faut se battre pour éliminer la pauvreté. Si on arrive à élever tous les Ivoiriens économiquement, je vous garantis que personne ne sera intéressé à aller au gouvernement. En Amérique, nous, quand on avait fini nos études, il y a des gens carrément qui refusaient d'aller au gouvernement parce que ça ne payait pas. Même les membres du Congrès qui vont au gouvernement, ils ont quoi? 174 000 $. Un exécutif à près de 2 millions, 1,5 million de dollars. Ils vont au Congrès pour se faire connaître. Et quand ils finissent, qu'ils sortent, les entreprises ont besoin d'eux comme membres du conseil d'administration. Ah, il y a tel congrès qui est membre du conseil d'administration. Et non seulement ça, plus ça dépend de leur industrie. Si c'est l'industrie automobile, bon, ils vont aller défendre, puisqu'ils viennent du congrès, ils savent qu'est-ce qu'il faut faire. On va au congrès pour se faire connaître, on n'est pas bien payé, et quand on revient dans le privé, on a ce qu'on veut. Et en Côte d'Ivoire, c'est le contraire. C'est là-bas qu'il faut qu'on parle tous. Parce que c'est là-bas qu'on est à l'aise. Et quand vous créez un système comme ça, mais là, nous serons pauvres tout le temps. Alassane va partir. Quelqu'un d'autre va venir. S'il utilise le même système, on aura les mêmes résultats. C'est pour cela que je vous dis qu'il faut qu'on change. 8. Nous allons mettre fin à l'existence du Sénat. Ça n'a pas de sens. Son existence n'a pas de sens réellement. Dans un pays de 28 ou 30 millions d'habitants, on n'a pas besoin, et autant de députés, on n'a pas besoin d'un Sénat. Nous voulons attirer l'attention du gouvernement sur un fait très important. J'avais déjà parlé de ça. Il faut que je répète ça encore. Les gens ont l'impression que, de par leur ethnie,
de par leur patronyme, ils n'arrivent pas à travailler avec, ils n'arrivent pas à avoir de l'emploi. Si c'est vrai, si ce n'est pas vrai, faites une enquête. Je m'adresse au gouvernement. Si ce n'est pas vrai, c'est pas vrai. Si c'est vrai, faites quelque chose pour corriger ça. Des Ivoiriens ne peuvent pas être nés chez eux, faire de hautes études. À la fin de leurs études, vous leur dites, parce qu'à cause de votre patronyme, vous ne pouvez pas travailler. Ils ont l'impression que ce gouvernement est purement ethniciste. Mais il ne faut pas qu'on ait cette impression, c'est mauvais. La même chose qu'on doit combattre si on prouve qu'un Traoré, un Koné est étranger, c'est problématique. Et si on est pour l'un, on doit pas être pour l'autre. Il faudrait qu'on soit équilibré un peu dans ce que nous faisons. Et sur ce, nous avons terminé presque nos recommandations. Nous allons revenir, je vous dis, sur la nationalité dans un futur proche. Et je vous invite franchement à venir à toutes nos conférences. Toutes nos conférences sont intéressantes. On n'a rien encore dit sur les paysans. Un pays riche de son agriculture, où ceux qui produisent sont pauvres. Il y a un problème. Encore l'éducation. Un pays où, quand moi j'allais à l'école, on était 25 dans une classe, vous êtes en 80 maintenant dans une classe. C'est problématique. Nous avons encore un problème industriel. On ne fait que prendre des prêts, construire des routes, des écoles et des dispensaires et rien d'autre. Donc il n'y a pas de création d'emploi. On n'a aucun programme de création d'emploi pour la jeunesse. Soyons réels. Et donc sur ce, je vous remercie. Que Dieu bénisse le président Ouattara et son gouvernement. Que Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.